Une tomate flétrie, des feuilles jaunes qui s'enroulent sur les bords, une terre si fatiguée qu'elle s'effrite comme de la vieille cendre entre les doigts. 200 $ dépensés en engrais cette saison, 3 allers-retours à la jardinerie. Et pourtant, les plantes continuent de mourir. Mais à 1 mètre sous cette parcelle de terre défaillante, un seau en plastique et une poignée de petites verres rouges peuvent reconstruire tout le jardin gratuitement en 90 jours. Pas de labourage, pas besoin de retourner un lourd tas de compost, pas de travail éreintant le week-end. Juste un laboratoire silencieux et enterré faisant ce que la nature fait depuis des millions d'années. Mais plus vite et juste sous les racines, c'est l'astuce de recyclage la plus étrange du jardinage moderne. Et les jardiniers qui l'ont essayé reviennent rarement en arrière. Et si le problème n'avait jamais été les plantes? Pendant des années, le conseil a été le même: arroser plus, fertiliser plus, traiter plus. Et pourtant, les tomates restent petites, les poivrons refusent de fructifier et les haricots verts boudent dans un sol qui semble sain, mais qui ne l'est manifestement pas. La vérité est plus difficile à entendre. L'engrais synthétique moderne repose sur un compromis simple. Nourrissez la plante maintenant, affamez le sol plus tard. Les cristaux bleus et les granulés blancs forcent une poussée de croissance en quelques semaines, mais les minuscules créatures vivantes qui recyclent normalement les nutriments dans le sol, les bactéries, les champignons, les vers de terre, se taisent sans eux. La saison suivante commence plus faible que la précédente. La saison d'après, encore plus faible. Le jardin oublie lentement comment se nourrir lui-même. Ce n'est pas un petit problème. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a averti qu'environ 1/3 des sols mondiaux sont déjà modérément ou gravement dégradés. Lorsque le sol perd sa communauté vivante, il perd sa capacité à retenir l'eau, à retenir les nutriments et à produire de la nourriture. Il cesse d'être de la terre arable. Il devient de la poussière. Pourquoi personne ne le dit-il à haute voix? Parce que vendre un sol sain est difficile. Vendre un sac de cristaux bleus qui fait verdir une plante en 48 heures est facile. La logique est économique, pas sinistre, mais le résultat est le même. Partout, les jardins sont discrètement nourris jusqu'à la mort. Et voici une pensée qui met certains jardiniers de longue date mal à l'aise. Le meilleur jardin n'est pas celui qui a le plus d'engrais, le plus de paillis ou les outils les plus sophistiqués. Le meilleur jardin est celui qui a le moins besoin d'aide extérieure. C'est une forme de succès silencieuse. Et c'est presque l'opposé de ce que chaque publicité de jardinage enseigne. La solution n'est pas dans une bouteille. Elle n'est pas sur une étagère de jardinerie. Elle se trouve sur le comptoir de la cuisine, dans le filtre à café, dans la coquille d'œuf, dans la peau de la banane d'hier soir. Avant que l'engrais synthétique n'existe, comment un jardin nourrissait-il une famille pendant l'hiver? La réponse se trouvait dans chaque cuisine. Nos grands-parents n'avaient pas de jardinerie où se rendre en voiture. Ils avaient du marc de café. Ils avaient des coquilles d'œufs écrasées. Ils avaient les restes du dîner de la veille, les cendres du poêle à bois et l'eau de rinçage des légumes. Et ils faisaient pousser des tomates qui feraient honte à tout ce qui se trouve aujourd'hui sous les néons d'un supermarché. Prenez l'humble coquille d'œuf, rincez, séchez et broyez en une poudre grossière. La coquille d'œuf apporte du carbonate de calcium, le même minéral qui prévient la pourriture apicale. C'est de vilaines taches noires qui gâchent tant de tomates et de poivrons. Voici la première erreur courante. Des demi-coquilles entières jetées dans un massif peuvent mettre des années à se décomposer. Broyées finement, presque à la texture de la semoule de maïs, elles libèrent leur calcium sur quelques mois. Un simple moulin à café, réservé au jardin, faites le travail en quelques secondes. Ensuite, il y a le marc de café usagé, et c'est là que presque tous les articles de jardinage sur Internet se trompent. Le marc de café usagé n'est pas fortement acide. Le processus d'infusion extrait la majeure partie de l'acide dans la tasse. Ce qui finit dans le filtre est proche du neutre, autour d'un pH de 6,5 à 6,8, ce qui se trouve être proche du pH parfait pour un potager. La vraie valeur du marc de café est différente. Il nourrit les microbes du sol, il apporte de l'azote à libération lente, il améliore la texture,
mais ils n'abaissent pas le pH du sol de manière significative. Peu importe le nombre de fois où Internet répète ce mythe. L'horticulteur Alan Titchmarsh utilise ces astuces économes depuis plus de 50 ans. Peau de banane, cendre de bois, purin d'ortie, feuilles de consoude. La Total, la Royal Horticultural Society en Grande-Bretagne documente ces méthodes de jardinage potager depuis des générations. Rien de tout cela n'est nouveau. La plupart de ces méthodes sont plus anciennes que le bac à compost lui-même, mais éparpillées à la surface du sol, ces restes ne peuvent pas faire grand-chose. La pluie les lessive, les fourmis les emportent. Le soleil les dessèche avant que les microbes n'aient une chance d'agir. La véritable transformation, celle qui transforme un jardin défaillant en un jardin productif, ne commence que lorsque quelqu'un décide de les enterrer. Que se passe-t-il lorsque le tas de compost est déplacé du coin de la cour pour être placé directement sous les plantes de tomates? Tout change. La plupart des jardiniers ont essayé un bac à compost traditionnel à un moment donné. Les problèmes sont évidents. Il reste dans un coin ensoleillé. Sentant mauvais en été, il doit être retourné à la fourche toutes les quelques semaines, ce qui devient presque impossible pour quiconque a plus de 65 ans avec une épaule fragile ou un genou usé. Et au moment où le compost est enfin prêt, 6 mois plus tard, il doit être transporté dans de lourds seaux à travers le jardin et étalé à la main. Il existe une méthode beaucoup plus discrète. Elle est utilisée dans les jardins expérimentaux en permaculture depuis des décennies. Et dans certains cercles scientifiques, on l'appelle un bioréacteur souterrain. C'est un nom compliqué pour une idée très simple. Un laboratoire d'alchimie de jardin enterré juste là où les plantes poussent. La méthode prend environ 10 minutes et ne coûte presque rien. Commencez par un seau en plastique de qualité alimentaire, du genre de 20 litres que les boulangeries donnent souvent gratuitement. Percez des trous d'au moins 1,5 cm de large tout autour des parois. Et au fond, voici la deuxième erreur courante dont personne ne vous avertit. Les trous de 6 mm sont trop petits. Les vers ne peuvent pas passer facilement à travers. Et les racines des plantes n'ont pas de place pour entrer. 1,5 cm minimum. Plus c'est grand, mieux c'est. Creusez un trou au centre du lit de jardin, assez profond pour que seuls les 10 derniers centimètres du seau, plus le couvercle, restent au-dessus du sol. Déposez le seau, remblayez la terre autour, c'est tout. Le seau est maintenant une station de nourrissage permanente pour chaque plante dans un rayon d'1 mètre. Chaque soir, les restes de cuisine y vont directement. Peau de banane, marc de café, coquilles d'œufs écrasées, sachets de thé, fanes de carottes, trognons de pommes, laitue flétrie. Fermez le couvercle et partez. Pas de retournement, pas d'odeur, car le couvercle reste fermé et la nourriture est sous terre. Pas de nuisibles, car les ratons laveurs et les rats ne peuvent pas atteindre ce qui est scellé et enterré. Pour les jardiniers qui préfèrent le beau aux pratiques, un pot en terre cuite non émaillée fonctionne encore mieux que le plastique. La terre cuite est naturellement poreuse. Les nutriments liquides, souvent appelés lixivia ou thé de compost, s'infiltrent lentement à travers les parois d'argile dans le sol environnant. Une alimentation goutte à goutte silencieuse qui dure des semaines avec un seul remplissage. 2 pots en terre cuite empilés, l'un inversé sur le dessus en guise de couvercle, deviennent une tour d'alchimie miniature qui peut durer 10 ans dans le jardin. Voici une petite vérité inconfortable qui mérite d'être mentionnée. La plupart des composts en sac vendus en jardinerie sont stérilisés. Le traitement à haute température tue les graines de mauvaises herbes, certes, mais il tue aussi la grande majorité des microbes vivants qui font fonctionner le vrai compost. Un seau enterré, alimenté quotidiennement par des restes frais, produit quelque chose qu'un sac en plastique scellé ne pourra jamais produire. Du compost vivant. Mais le seau lui-même n'est que la structure, ce qui mange réellement les restes. Et c'est là que presque chaque nouveau converti commet la plus grosse erreur. C'est là que l'histoire devient étrange. Pourquoi tant de gens qui essaient exactement cette méthode échouent-ils dès la première tentative? Parce qu'ils mettent le mauvais verre dans le seau, entrez dans n'importe quel magasin d'appât et demandez des verres. La boîte sur le comptoir sera pleine de gros lombrics gras.
scientifiquement connu sous le nom de Lumbricus terrestris. Le ver que la plupart des gens imaginent dès qu'ils entendent le mot. Jetez-en une douzaine dans un seau à compost. Payez 12 $ pour ce privilège. Et en une semaine, la plupart d'entre eux seront morts. La raison est biologique. Pas une question de malchance. Les lombrics sont des vers fouisseurs profonds. Dans la nature, ils vivent dans des tunnels verticaux permanents qui peuvent descendre jusqu'à 2 mètres dans une terre non perturbée. Ils mangent de la terre et des feuilles mortes à la surface, qu'ils darnent vers le bas la nuit. Ils ne mangent pas de restes de cuisine frais. Mettez-les dans un environnement de compost peu profond et riche en nourriture, et ils paniquent, surchauffent et meurent en quelques jours. Le ver qui a réellement sa place dans le seau est plus petit, plus rouge et presque jamais vendu dans un magasin d'appât classique. Son nom est Eisenia fetida. La plupart des jardiniers le connaissent sous un nom plus amical. Le ver de fumier ou ver rouge. Les vers rouges sont ce que les biologistes appellent épigées, ce qui est un mot savant pour désigner les habitants de la surface. Dans la nature, ils vivent dans la litière de feuilles en décomposition, les sols forestiers et les vieux tas de fumier. Exactement le type d'environnement qui existe à l'intérieur d'un seau de compost enterré. Ils s'y épanouissent. Ils mangent près de la moitié de leur poids corporel en déchets chaque jour. Une livre de vers rouge traitera une livre de restes de cuisine en 2 ou 3 jours. Ce qu'ils laissent derrière eux est un surnom que les jardiniers sérieux utilisent depuis plus d'un siècle, l'or noir. Le lombricompost n'a rien à voir avec le compost brut. Ce sont des paquets concentrés et hydrosolubles d'azote, de phosphore, de potassium et un cocktail vivant de microbes bénéfiques, parfaitement équilibrés et sous une forme que les racines peuvent absorber immédiatement. Les résultats sont difficiles à croire tant qu'on ne les a pas vus. Une méta-analyse de 2019 portant sur des dizaines d'essais indépendants de lombricompostage a révélé des augmentations de rendement moyennes d'environ 26%, des gains de biomasse de 13% et une augmentation stupéfiante de 57% de la masse racinaire. Les recherches sur le lombricompost de l'Université Cornell ont documenté que certains légumes affichent jusqu'à 50% de gains de rendement lorsque le lombricompost remplace l'engrais synthétique. Une livre de vers rouge coûte environ 30 $ en ligne, et c'est un achat unique. En une seule saison, ils doublent leur population. En 1 an, le jardin dispose d'une main-d'œuvre auto-renouvelable qui ne prend jamais de jour de congé, ne demande jamais à être payé et transforme discrètement ce qui était autrefois des déchets en quelque chose qui vaut plus que la plupart des produits de la jardinerie. Mais les vers rouges ne travaillent pas seuls là-dessous. Quelque chose de bien plus petit, de bien plus étrange et de bien plus puissant fait un travail encore plus lourd. Et presque personne dans le rayon jardinage n'en parle jamais. Qu'est-ce qui construit réellement ce sol grumeleux comme un gâteau au chocolat que chaque jardinier sérieux passe sa vie à rechercher? La réponse n'est probablement pas celle que la plupart des jardiniers devineraient. Ce ne sont pas les vers. Ce n'est même pas le compost lui-même. C'est quelque chose d'invisible à l'œil nu. Au fond du seau enterré, une transformation microscopique est en cours. Les bactéries arrivent en premier, rapides et affamées, décomposant les sucres tendres des peaux de bananes et des trognons de pommes. Elles travaillent vite, libérant de la chaleur et des nutriments simples. Un seau frais peut chauffer jusqu'à plus de 40 degrés Celsius dans les premiers jours, uniquement grâce à l'activité microbienne. Ensuite, les champignons s'installent. Les champignons s'occupent des tâches plus difficiles, les tiges ligneuses, le carton, les filtres à café, les éléments fibreux que les bactéries ont du mal à décomposer. Un groupe de champignons en particulier, appelé Trichoderma, fait quelque chose de remarquable. Il décompose les matières résistantes tout en supprimant les agents pathogènes du sol qui causent la pourriture des racines, la fonte des semis et le chancre de la tige. Un garde du corps gratuit, 24 heures sur 24, pour chaque plante du massif. Tout près vivent les champignons mycorhiziens. L'élément de jardin le plus important dont la plupart des jardiniers amateurs n'ont jamais entendu parler. Ces champignons se connectent directement aux racines des plantes dans une véritable symbiose. Ils étendent des filaments appelés hyphes profondément dans le seau de compost.
y puisant des nutriments pour les livrer directement à la plante en échange d'un peu de sucre. Un plant de tomates connecté à des mycorhizes saines possède un système racinaire 50 fois plus grand que ce qui est visible. 50 fois. C'est la différence entre une plante qui flétrit au premier après-midi chaud et une plante qui reste turgescente pendant une semaine de sécheresse. Et puis, il y a la glomaline. C'est le détail qui ne figure presque jamais dans un livre de jardinage. La glomaline est une protéine collante, semblable à de la colle, produite uniquement par les champignons mycorhiziens au fur et à mesure de leur croissance. Elle enrobe les particules de sol et lie le sable, le limon et l'argile ensemble pour former de petits agrégats stables. Cette texture grumeleuse et riche de gâteau au chocolat que chaque jardinier essaie d'obtenir pendant des décennies, c'est la glomaline. Et elle ne se forme que là où les champignons sont vivants et actifs. Pas de champignons, pas de glomaline, pas de structure grumeleuse. C'est exactement pourquoi le sol stérilisé chimiquement reste dur et craquelé. Peu importe la quantité d'engrais que l'on y verse, c'est ici que beaucoup de sagesse de jardinage à l'ancienne commence à paraître discutable. Chaque printemps, des millions de jardiniers retournent leur plate-bande avec une pelle, une fourche ou un motoculteur. Cela donne l'impression d'être productif. Cela a l'air propre. Cela déchire aussi le réseau fongique qui a mis toute l'année dernière à se construire. Chaque séance de labourage printanier est, dans un sens très réel, une démolition de l'infrastructure invisible dont le jardin a besoin pour se nourrir. Un système de seaux enterrés, en revanche, ne perturbe jamais les champignons. Les restes entrent par le haut, le réseau reste intact en dessous. Le produit final de tout ce travail silencieux est l'humus, cette matière sombre, spongieuse et à l'odeur douce qui peut retenir jusqu'à 90% de son propre poids en eau. Une simple augmentation de 5% de la matière organique peut quadrupler la capacité d'un jardin à stocker l'eau pendant une sécheresse estivale. Pour le jardinier au dos endolori et aux tuyaux d'arrosage lourd, c'est le véritable miracle silencieux de tout le système. Moins d'arrosage, moins de sauvetage d'urgence pendant les vagues de chaleur, un sol plus indulgent saison après saison. Et pour ceux qui veulent pousser le système encore plus loin, toute la communauté vivante à l'intérieur de ce seau peut être concentrée dans un liquide que l'on pulvérise directement sur les feuilles d'une plante mourante. Et si toute la communauté vivante du sol pouvait être infusée comme du thé et pulvérisée sur les plantes, c'est exactement ce que fait le thé de compost aéré. Imaginez que vous preniez les meilleures parties du seau enterré, les bactéries, les champignons, les protozoaires microscopiques, et que vous les multipliez par 1000 dans un seau d'eau. Le résultat est un liquide doré à l'odeur de terre qui, lorsqu'il est pulvérisé sur une plante en difficulté, recouvre ses feuilles d'une armure vivante de microbes bénéfiques. Le Dr Linda Chalker Scott, spécialiste à l'Université de l'État de Washington, a averti que le thé de compost n'est pas un remède miracle. Il n'y a pas de solution miracle en jardinage. Mais elle a également documenté que, dans les bonnes conditions, le thé de compost peut supprimer certaines maladies des plantes et donner un coup de pouce significatif aux plantes affaiblies. La préparation est simple, mais chaque étape compte. Commencez par 20 litres d'eau propre dans un seau de qualité alimentaire. Voici une erreur que presque tous les débutants commettent. L'eau du robinet municipal contient du chlore, et le chlore tue les microbes même que le thé est censé multiplier. Il existe 2 solutions faciles. Laissez l'eau reposer dans un seau ouvert pendant 24 heures. Le chlore s'évaporera de lui-même. Ou écraser un seul comprimé de vitamine C dans l'eau, l'acide ascorbique neutralise le chlore en environ 15 minutes. Ajoutez 2 tasses de lombricompost de haute qualité attachées à l'intérieur d'une vieille étai d'oreiller, d'une étamine ou d'un sac filtrant pour peinture. Pour nourrir les microbes pendant le cycle d'infusion, ajoutez 2 cuillères à soupe de mélasse noire non soufrée. La mélasse nourrit les bactéries. Pour les champignons, ajoutez une cuillerée de varech liquide ou d'hydrolysa de poisson. Les acides aminés et les glucides complexes font exploser les populations fongiques. Le dernier élément essentiel est une pompe à air d'aquarium ordinaire. Avec un diffuseur, la pompe force l'oxygène en continu dans le mélange, ce qui permet aux microbes aérobies, les bons, de se multiplier massivement. Oubliez la pompe.
et le même mélange se transforme en une boue anaérobie fétide et pourrie en quelques heures. Le nez vous dira tout. Une odeur douce et terreuse signifie que le mélange est vivant et prêt. Une odeur aigre, de pourri ou d'ammoniac signifie qu'il faut tout jeter et recommencer. Après 24 à 36 heures de bouillonnement constant, le thé est prêt. Il a une durée de conservation courte, 4 à 6 heures une fois la pompe arrêtée, car les microbes commencent à manquer d'oxygène. Pulvérisez-le sur les feuilles au crépuscule, quand le soleil ne brûlera pas les microbes vivants. Au matin, la plante dispose d'un bouclier protecteur d'organismes bénéfiques qui l'emporte sur toute maladie pour l'espace. Et une fois qu'un jardin bénéficie de ce genre de soutien quotidien, hebdomadaire et silencieux, quelque chose d'inattendu commence à se produire. Comment savoir quand le système a vraiment pris racine? Après quelques mois, le sol commence à changer d'une manière difficile à décrire tant qu'on ne l'a pas senti sous ses pieds. Il devient sombre, il devient meuble, il sent légèrement bon, comme un sol de forêt après une pluie d'automne. Les vers se multiplient d'eux-mêmes. Le réseau fongique se propage discrètement dans le massif. Les plantes commencent à boire moins d'eau et à produire plus de fruits. Les mauvaises herbes, étrangement, semblent avoir plus de mal que les légumes. Certains jardiniers ajoutent une couche supplémentaire à ce stade, un produit appelé micro-organisme efficace, souvent abrégé EM, développé par le professeur japonais Teruo Higa dans les années 1980. L'EM est un mélange soigneusement dosé de bactéries, de levures et de champignons bénéfiques conçus pour accélérer la transition d'une terre morte à un sol vivant. C'est totalement facultatif. Mais pour un jardin qui a été maltraité par des années de produits chimiques synthétiques, l'EM peut réduire le temps de récupération de moitié environ. Après une saison de croissance complète, la réalisation la plus étrange et la plus silencieuse s'installe. Il n'y a presque plus rien à acheter. Pas d'engrais, pas de compost en sac, pas de pesticides synthétiques. Les déchets de cuisine ont remplacé chaque produit coûteux sur l'étagère de la jardinerie et le jardin lui-même est discrètement devenu le produit. Les voisins commencent à remarquer. Ils demandent quel est le secret et la réponse les déçoit à chaque fois parce qu'ils voulaient un nom de produit et un raccourci, ce qu'ils obtiennent à la place. C'est un seau enterré, une poignée de verre et un peu de patience. Le seau, enterré et oublié, continue de fonctionner année après année. Regardez le jardin maintenant. Les feuilles jaunes ont disparu. À leur place, des lianes de tomates d'un vert profond grimpent sur leur tuteur, lourdes de fruits mûrissants. Les haricots produisent tellement que les voisins commencent à trouver des sacs déposés devant leur porte. Le sol, autrefois gris et fatigué, est maintenant sombre, vivant et parfumé au creux de la main. Tout cela est venu d'un seau enterré, d'une poignée de verre rouge, d'une cuisine qui envoyait ses restes dans un sac poubelle chaque mardi matin. C'est la partie qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Le fermier et philosophe japonais Masanobu Fukuoka a écrit un jour que le but ultime de l'agriculture n'est pas la culture des plantes, mais la culture et la perfection des êtres humains. Un jardin comme celui-ci cultive la patience, il récompense l'observation silencieuse. Il rend en nourriture et en beauté tous les soins qui lui sont prodigués. Quiconque regarde peut commencer cette semaine. Un seau, une perceuse, une mèche de 1,5 cm, une poignée de verre rouge, 90 jours d'attente et d'observation. Et quand la première vraie tomate de la saison arrive, de la taille d'une balle de softball, il ne reste qu'une question qui valait la peine d'être posée. Qu'est-ce qui, dans cette vie, a été jeté alors que cela avait toujours plus de valeur que ce que quiconque réalisait? Merci d'avoir passé ce temps dans le jardin. Continuez à cultiver, continuez à vous émerveiller et n'oubliez jamais de nourrir vos racines. Si cette histoire a changé votre regard sur les déchets de votre jardin et de votre cuisine, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous déterrons l'histoire naturelle et les secrets qui ont été cachés pendant trop longtemps. Plantons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor de la Terre sera bientôt révélé.